Bonsoir tout le monde et vous êtes la bienvenue à cette autre opportunité d'analyser, de décrypter l'actualité internationale. Et pour la circonstance, nous voudrions partir de la session extraordinaire de l'Union européenne, tenue ce jeudi 6 mars 2025 à Bruxelles, pour extraire ce qui fera l'objet de notre thématique aujourd'hui, le comportement ambigu et curieux de l'Union européenne s'agissant de la guerre en Ukraine, au moment même où le monde entier et l'allié traditionnel de l'Europe, c'est-à-dire les États-Unis, voudrait s'orienter vers des options de paix. On se rend compte, et ce n'est plus un secret, que s'il y a une nation, ou alors s'il y a simplement un bloc géocivilisationnel qui fait obstruction, c'est bel et bien l'Europe. Obstruction à la paix. Et nous voudrions dans cette analyse comprendre ce double rôle, cette polarité dans les positions de l'Europe, afin de mettre en exergue les véritables responsables de l'impasse dans les négociations de paix s'agissant de la guerre en Ukraine. Parce qu'il est évident que elle joue un rôle qui n'est pas propice à la mise en articulation des dispositions de paix s'agissant de la guerre en Ukraine qui dure depuis 3 ans. Et c'est cela l'objet de notre analyse. Comprendre comment et pourquoi l'Europe joue dans deux camps simultanément. Le camp des va-t-en-guerre et, entre guillemets, le camp de ceux qui veulent la paix en Ukraine à tout prix. Avant qu'on en arrive là, cependant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette page, nous vous invitons à bien vouloir le faire, à partager nos contenus et surtout à nous livrer vos impressions dans la section réservée aux commentaires parce que, et comme nous vous l'avons dit par le passé, nous le réitérons, votre soutien nous est inestimable. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir, comme par le passé, une thématique et une sous-thématique qui en réalité est une thématique sœur à la thématique principale. La principale étant l'Union européenne en quête de cohérence. On dirait même en quête de rationalité. Soutenir l'Ukraine dans un conflit durablement éprouvant. Et la thématique sœur, c'est l'Union européenne face à ses propres contradictions. Engagement ou instrumentalisation en Ukraine. Introduction. Les dirigeants de l'Union européenne se sont rassemblés en section extraordinaire à Bruxelles ce jeudi 6 mars 2025 pour réaffirmer leur engagement envers l'Ukraine malgré la suspension de l'assistance américaine. Ils examineront également le plan proposé par la Commission visant à renforcer rapidement les capacités de défense de l'Europe. Au cours de cette journée cruciale, les 27 devront se prononcer sur deux enjeux fondamentaux. Dans un premier temps, la continuité de l'aide à l'Ukraine et dans un deuxième temps, l'optimisation de la défense collective européenne. Cela nous permet d'aborder certains points concernant l'un des principaux obstacles à la paix en Ukraine, à savoir l'Union européenne. À la réalité, l'Europe n'est pas pleinement préoccupée par la cessation du conflit en Ukraine. Voyez-vous, il est peut-être nécessaire de commencer par rappeler les motivations officielles de l'Europe
en tant qu'acteur majeur de ce conflit depuis le 24 février 2022. Tel qu'exprimé dans les médias et dans les journaux concernant son engagement à soutenir l'Ukraine. Les dirigeants de l'Union européenne considèrent que ce soutien est essentiel pour défendre les valeurs démocratiques et les droits de l'homme menacés par l'agression russe. L'Union européenne dit craindre qu'une victoire de la Russie en Ukraine n'entraîne une instabilité accrue dans la région, incitant d'autres nations à adopter des comportements belliqueux. La solidarité envers l'Ukraine est perçue comme un moyen d'envoyer un message clair à Moscou de manière générale et particulièrement à Vladimir Poutine et de dissuader d'éventuelles agressions futures. Les responsables européens, encore, soulignent que le coût d'une victoire russe serait considérablement plus élevé que celui du soutien actuel à l'Ukraine. Le ministre français des Affaires étrangères a affirmé que le prix de l'inaction serait insupportable pour les Européens. Nous sommes persuadés que ces justifications, vous les avez entendues depuis le début de la guerre et vous continuez à les entendre. Même récemment, certains ont été évoqués au récent discours du président français Emmanuel Macron, s'adressant aux citoyens français relativement à la crise en Ukraine. Bref, du point de vue des déclarations officielles, voilà ce que l'Europe met en exergue. Notre rôle, c'est d'analyser. Et ce que nous constatons, c'est que depuis le déclenchement du conflit en Ukraine, le 24 février 2022, l'assistance militaire de l'Europe à l'Ukraine suscite une réflexion approfondie. Partons de là. Personne d'autre, nous sommes en train de paraphraser, personne d'autre n'a contribué autant que l'Union européenne, a affirmé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de son discours à la 61e conférence de Munich sur la sécurité le 14 février 2025. Souvenez-vous. À cette occasion, elle a souligné que l'Union européenne son engagement total envers l'Ukraine atteignait 134,9 milliards d'euros en 2025, c'est-à-dire en 3 ans, représentant plus de la moitié des aides internationales allouées à d'autres pays, qui s'élevaient à 267 millions d'euros. Cette contribution dépasse celle des États-Unis, qui s'élève à 114 milliards d'euros, selon les dernières données du Kiel Institute, un think tank allemand. La question qui se pose est de déterminer quel est le véritable enjeu pour l'Europe derrière un tel investissement. Quel est son alibi? Que recherche l'Europe en Ukraine? De toutes les manières, elle prétendait soutenir une nation vulnérable qui subissait l'invasion d'un pays super puissant militairement et avait donc besoin d'une assistance altruiste. Et l'Europe se présentait comme une aide, un appui altruiste à une nation qui faisait l'objet d'une invasion de la part de la Russie. Aujourd'hui, les paradigmes ont changé. Il y a un leader aux États-Unis qui souhaite que la paix revienne en Ukraine. La Russie est disposée à ce que la paix revienne en Ukraine. Peu importe, sachez-le d'ores et déjà, peu importe ce qu'on dit, lorsque vous constatez les dommages collatéraux d'une guerre, les enfants, les jeunes, les adultes qui désertent en millions, la destruction
euh, des biens matériels, la déportation des unes et des autres en millions, euh, l'assiégement de la nation par les armes à feu, qui en réalité illustre que l'instabilité est d'ores et déjà garantie pendant les prochaines années, parce que des milices et des groupes armés vont naître de cela. Pour toute personne qui comprend ce que c'est qu'une guerre et ses conséquences, à la réalité, il est préférable de retrouver la paix que d'avoir raison. À partir du moment où vous subissez les effets d'une guerre, avoir raison n'a plus de pertinence réelle. C'est largement inférieur qu'avoir la paix. Et ça devrait être l'orientation. Admettons même que nous qui défendons la provocation par des Russes, par l'OTAN, sommes en erreur. Lorsque vous êtes lucide et rationnel, et faites le lien de cette analyse avec notre thématique, c'est-à-dire l'Union européenne en quête de cohérence, de rationalité. Lorsque vous êtes, admettons même que nous soyons en erreur, lorsque vous êtes lucide, l'Ukraine a perdu plus de 20% de son territoire. Plus de 10 millions de ses citoyens se sont déportés. La nation est détruite du point de vue matériel. Les armes ont envahi la nation. L'instabilité est garantie pendant de longues années. Est-ce que cela n'est pas suffisant pour que la seule préoccupation qui anime les unes et les autres, ainsi que tous les acteurs, que ce soit la recherche absolue des possibilités de paix? Aujourd'hui, la Russie est disposée. Les États-Unis sont disposés. Et l'obstacle majeur, c'est l'Union européenne. Suite à cela, nous sommes donc contraints d'exhumer davantage. Qu'est-ce qui justifie un comportement ambigu et incohérent de l'Europe où elle se dit être disposée à la paix, mais se rassure de construire toutes les barrières indiquées pour obstruer la déferlance, la ruée vers la paix dans cette crise. Et là, on constate que cette situation illustre que l'Europe, à la réalité, avait initialement pour objectif que l'Ukraine, en l'absence d'une victoire militaire, parvienne à déstabiliser le régime de Poutine. Il ne s'agissait pas simplement d'un soutien militaire à l'Ukraine. Souvenez-vous tous les chiffres ronflants, tous les chiffres financiers ronflants que nous avons évoqués tout à l'heure. Il ne s'agissait pas simplement d'un soutien militaire à l'Ukraine, mais d'une intervention stratégique contre la Russie, et plus particulièrement contre Poutine, considéré comme l'adversaire principal par les décideurs européens et leurs analystes, tout simplement inutiles. La doctrine de l'assistance militaire à l'Ukraine visait à mener une offensive. À la réalité, il s'agissait de mener une offensive plutôt qu'à répondre à une agression en soutenant un État vulnérable tel que l'Ukraine, comme cela a souvent été prétendu. En incitant Zelensky à adopter une posture provocatrice envers la Chine, l'Europe cherchait à engager un conflit direct avec la Russie. Cette approche révèle une incohérence fondamentale dans la politique européenne. En effet, malgré la volonté de paix affichée par ses alliés, notamment par les États-Unis et même la Russie, l'Europe est réticente à envisager une résolution pacifique du conflit.
Elle considère que ces objectifs de financement de l'effort de guerre en Ukraine ne sont pas encore atteints, ce qui la rend peu encline à mettre un terme aux hostilités. En réalité, c'est l'Europe qui prolonge le conflit à travers l'intermédiaire d'un président ukrainien qu'elle instrumentalise en orchestrant des sommets, en lui conférant des titres tels que chef de guerre et puis des invitations de réception dans des parlements, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis à l'époque de l'administration Biden. Tout ça pour instrumentaliser et manipuler un leader qui manifestement est manipulable. Cette dynamique met en lumière le rôle actif de l'Europe dans le conflit, tout en soulevant des questions sur sa véritable volonté de parvenir à une paix durable. Vous voyez, les dirigeants européens se sont réunis pour donner l'illusion d'une action concertée tout en ignorant les implications de la capitulation de l'Ukraine exigée par Moscou et acceptée par Washington. Cette rencontre met en lumière leurs faiblesses et leur inefficacité, malgré les déclarations de soutien à l'Ukraine. Ce que nous observons n'est qu'une agitation stérile de ceux qui, face à l'échec, cherchent à réécrire le récit pour dissimuler leur défaite. Les responsables européens semblent se résigner à la perte de vie de jeunes Ukrainiens sur le front, considérant leur sacrifice comme anodin en raison de leurs origines slaves. Plusieurs sommets se sont tenus depuis le début du conflit. Et aujourd'hui, un autre sommet extraordinaire est en cours. Peut-être que demain, ce sera un sommet super extraordinaire pendant 3 ans. Pensez-vous vraiment que l'Europe ignore ce qu'il faut faire pour parvenir à la paix? En réalité, il s'agit d'une assemblée de ceux qui craignent la paix. L'Union européenne, en soutenant l'Ukraine, semble favoriser la guerre, tout simplement. Zelensky se trouve pris entre le marteau et l'enclume. Vous voyez, tiraillé entre une Europe qui souhaite prolonger le conflit et une Amérique qui aspire à y mettre fin. La question c'est qui suivra-t-il? Et vous voyez une expression de cette manipulation européenne incarnée par le président français Emmanuel Macron récemment lorsqu'il s'est rendu à Washington pour rencontrer son homologue américain. Et il avait quand même eu l'audace. Je ne sais pas si vous en étiez rendu compte, mais pour moi, c'était audacieux pour lui de transplanter les mêmes manipulations qu'il fait à Zelensky vers Trump en lui disant, bon, vous voyez, monsieur Trump, vous avez la réputation d'être un dur à cuire, il ne faut pas céder face à Poutine, il veut vous manipuler, il faut être fidèle à la réputation qui est la vôtre. C'est un récit purement fictif. Ils ont créé un ennemi et veulent en faire un ennemi universel. Donc, les dirigeants européens adoptent un comportement immature, réagissant de manière impulsive face à des événements qui nécessitent une approche réfléchie et posée. Récemment, dimanche à Londres, ils ont de nouveau évoqué une idée qu'ils répètent depuis 3 ans. La saisie des avoirs russes dans les banques occidentales pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Vous voyez, cette menace envers la Russie est mal avisée.
car elle pourrait entraîner des répercussions. La Russie ayant également la capacité de saisir les actifs occidentaux d'entreprises telles que Total et Auchan pour compenser. Emmanuel Macron, fidèle à son habitude, a récemment fait des grandes déclarations dans le Figaro, annonçant qu'il allait proposer à Washington un cessez-le-feu accompagné de garanties de sécurité avec l'appui des États-Unis. Macron semble ignorer qu'une fois le dialogue abandonné au profit de la guerre, c'est le camp victorieux qui dicte les conditions de la paix et non celui des perdants auquel il appartient. Si Donald Trump cède à Poutine sur tous les points, avant même le début de toute négociation, c'est bien parce que cela s'inscrit dans la dynamique de la guerre où le vainqueur impose ses règles. Et le vainqueur, en l'occurrence, c'est la Russie. Vous voyez, elle choisit même ses interlocuteurs. C'est une dynamique. Il est fascinant de voir les experts qui avaient prédit la défaite de la Russie en quelques jours, maintenant plaider pour des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Comment peut-on négocier des conditions avec un adversaire plus fort après avoir perdu? L'issue d'une guerre est invariablement un règlement où le gagnant fixe les thèmes. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre que lorsque vous décidez d'abandonner la voie diplomatique pour soit provoquer une guerre, soit alors ouvertement déclencher une guerre, attendez-vous à ce que si vous la perdez, que les conditions de paix soient négociées dans une dynamique où vous êtes inférieur, vous êtes faible. La Russie adopte une stratégie visant à épuiser l'Occident dans ce conflit. Elle prend son temps, ralentissant l'agonie de l'Ukraine, sachant que chaque jour qui passe représente un coût élevé pour les pays occidentaux. L'objectif est d'affaiblir au maximum le soutien européen à l'Ukraine. Lors d'une allocution télévisée en direct depuis l'Élysée le 5 mars 2025, c'est-à-dire mercredi passé, Emmanuel Macron a annoncé son intention d'étendre la protection nucléaire aux États membres de l'Union européenne. Il est crucial de souligner qu'une arme nucléaire ne doit pas être considérée comme une arme de guerre, mais plutôt comme un instrument de destruction inouïe, massive si vous voulez. Oui, Macron qui souhaite offrir un soi-disant parapluie nucléaire à une nation comme prenons la Suède, semble ignorer que si une réaction militaire à une incursion russe dans ce pays impliquait l'utilisation d'une arme nucléaire, cela entraînerait des conséquences catastrophiques, notamment la destruction de Paris par une riposte nucléaire russe dans les minutes qui suivraient. Vous voyez, ce n'est pas une arme de guerre. Voilà pourquoi on l'appelle la puissance de dissuasion. Aujourd'hui, l'Europe exige des garanties de sécurité de la part de la Russie. Sur quoi repose la possibilité pour les Russes de croire à la bonne foi occidentale? Sur les promesses de l'OTAN ou celles des gouvernements américains? Est-il raisonnable de penser que les garanties qui s'appliquent aux Ukrainiens ne seraient pas valables pour les Russes? Les garanties de sécurité sont-elles acceptables pour les Ukrainiens, mais pas pour les Russes? Voyez-vous, ce qui est véritablement surprenant, et ça positionne notre sensibilité en péril, c'est qu'au cours des 3 dernières années, depuis le 24 février 2022, 40 pays occidentaux, y compris l'Amérique de l'administration Joe Biden, ont cru de bonne foi
qu'il était possible de mener une guerre contre la Russie, le plus grand pays nucléaire du monde, sans craindre de déclencher une troisième guerre mondiale. Vous voyez, lorsque Donald Trump qualifie son prédécesseur Joe Biden d'idiot, là encore il faut analyser. Parce que Trump, c'est un génie, contrairement à ce que l'Occident veut vous faire croire. Mais vous seriez à sa place que peut-être que vous diriez pire en termes d'invective. Parce que lorsqu'il qualifie son prédécesseur d'idiot, il souligne en autre sens l'absurdité de penser que depuis 1950, la Russie a investi dans le maintien de 6000 ogives nucléaires sans jamais envisager les utiliser contre des adversaires occidentaux, y compris les États-Unis. Quelle était donc la nécessité pour la Russie d'investir autant de ressources dans l'entretien de ces ogives? Si une fois se sentant provoqué par une OTAN qui jour après jour démontre son inutilité dans le monde contemporain, ou alors par ses adversaires occidentaux. L'idée même que la Russie accepterait passivement une capitulation imposée par l'Occident à travers l'Ukraine est selon nous une grave méprise. En conséquence, nous nous retrouvons désormais face à un conflit armé en Ukraine qui dure depuis 3 ans. Simplement parce que il y a eu beaucoup de stupidité, énormément de stupidité, et pour finir, un niveau de stupidité historique sans exemple, jamais vu auparavant, à cause des personnes qui ont pris des décisions qui aujourd'hui impactent le monde entier négativement. La véritable opportunité pour l'humanité réside dans le fait qu'à Washington, nous avons enfin un président déterminé à honorer ses engagements électoraux en vue de mettre un terme au conflit en Ukraine. En réalité, les Européens affichent une certaine faiblesse sur le plan stratégique. Et le seul leader capable de faire face à Poutine de manière efficace, c'est bel et bien Donald Trump. Il ne s'agit pas d'une cordialité naturelle entre deux personnes qui, entre guillemets, sont des dictateurs ou alors ont une certaine affinité l'un pour l'autre, non. Par ailleurs, il ne s'agit pas de deux personnes saintes. On ne résout pas une guerre comme l'Occident voudrait prétendre le faire en jouant à ange et démon, où c'est la Russie, notamment son leader, qui est le diable, et l'Occident, avec aujourd'hui Emmanuel Macron, quand on l'observe, qui voudrait se présenter comme le porte-étendard de l'Europe, compte tenu de la défection des États-Unis à offrir le parapluie de sécurité à l'Europe. Macron voudrait manifestement saisir cette opportunité pour se présenter comme porte-étendard. Et vous savez que en interne, en politique nationale, il est totalement aux abois. C'est donc ce camp qui sont des anges, qui n'ont jamais rien fait, qui ne sont coupables de rien, qui sont des victimes. Ça n'a jamais résolu une guerre. Parce que les causes d'une guerre plongent leurs racines bien au-delà de la comédie, du théâtre et des téléfilms. Et l'objectif de cette analyse, au moment où nous sommes en train de conclure,
c'est de mettre en exergue l'un des obstacles majeurs. L'un des autres obstacles, c'est le président ukrainien lui-même. Parce qu'auparavant, nous pensions qu'il est innocent, mais nous avons fini par comprendre qu'il est lui-même coupable. Mais pour le moment, c'est l'Europe. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner à cette page, de nous suivre, de partager nos contenus pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.